Bonjour à tous. Donc je viens vous parler d'un sujet qui s'appelle la relecture de code, avec un focus essentiellement sur les pratiques et pas forcément sur les outils, parce qu'on voit souvent les outils en premier lieu. Donc le but de la présentation, c'est vraiment de se concentrer sur l'adoption, la démarche, les interactions entre les personnes, plus que sur les outils, pour voir un peu où vous vous situez dans vos pratiques, voir un peu les travers dans lesquels on peut tomber et voir un peu comment on peut s'améliorer. Donc, comme je le disais, le but c'est se concentrer sur les individus, les interactions, sans mettre de côté les processus et les outils, mais ce n'est pas vraiment la priorité dans mon propos. On en parlera un peu, mais je le mets vraiment au second plan. Alors, très rapidement, moi je suis développeur freelance, je travaille dans l'IT depuis une quinzaine d'années. C'est essentiellement sur du développement Java depuis bien une douzaine d'années sur des projets où l'agilité est au moins évoquée. Parce que bon, après, c'est toujours une question de maturité. J'ai aussi contribué sur différents aspects communautaires, présentiels ou hors ligne. Et puis actuellement, donc, je travaille chez EDF dans une équipe en tant que tech lead. Si vous cherchez des informations sur moi, vous avez quelques pointeurs ici. Et puis, là, je vous mets juste un peu l'agenda en perspective. Je ne vais pas le relire. C'est un peu juste où je vais vous amener le déroulé de la présentation. Donc, cette présentation, ça va faire au moins 5-6 fois que je l'ai faite, et notamment en conférence, il y a au moins 4-5 ans. Donc, elle se renouvelle petit à petit. Je vous avoue que je ne l'ai pas renouvelée entre la dernière fois que je l'ai jouée et aujourd'hui, faute de temps. Mais du coup, elle grossit un peu peut-être. Donc on va essayer de ne pas trop dériver du format. Je vais vous mettre un tout petit peu à contribution. Alors je ne sais pas ce qu'il y a comme public, essentiellement développeurs, peut-être des profils tests, des profils autres. Mais du coup, je vous pose la question, qui estime déjà avoir fait de la relecture de code? Et qui a bénéficié d'une relecture de code de la part de quelqu'un d'autre? Ok. Donc normalement, ça vous parle un peu, peut-être pas tous, mais vous avez votre idée de la chose. Donc le principal sujet au départ, quand on parle de relecture de code, c'est est-ce que ça amène de la valeur, ou est-ce que globalement on peut avoir des oppositions sur c'est une perte de temps, et ce qu'on va gagner sur la relecture, on aurait pu le gagner d'une autre façon. Donc là, l'idée c'est de trouver quelques arguments pour se justifier de cette pratique auprès, on va dire, de ceux qui tiennent les budgets et qui sont plutôt réfractaires quand on voit plutôt qu'on va baisser en productivité, mais néanmoins on va gagner sur autre chose. Ah oui, hein, forcément, quant à la pression il faut sortir la version, ils oublient tout, hein. Et après, on leur parle de dette technique derrière. Donc, un des éléments, justement, je parlais de dette technique, un des éléments qui permet de voir un peu la qualité du code, c'est le nombre des réactions qu'on peut avoir dans l'open space, dans l'espace de travail, de la part des développeurs qui tombent sur du code, peut-être même c'est eux qui l'ont écrit, et qui se disent mais pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Donc, premier argument, c'est évidemment, on va améliorer la qualité du code en menant à bien cette pratique. Un autre argument, c'est on va pouvoir accompagner des personnes qui arrivent dans l'équipe pour trouver leurs repères et voir comment on travaille. C'est quoi nos conventions, c'est quoi nos habitudes, et donc leur faire une relecture de code ou leur demander de faire une relecture de code va leur donner des repères.
Dans le même esprit, mais à l'échelle de l'équipe, la relecture de code, c'est quelque chose qui va permettre à tout le monde de s'aligner sur un certain nombre de choses et donc de partager des définitions et un objectif. Donc là, il y a la dimension équipe qui rentre dans les arguments. Et donc le bénéfice, c'est que tout le monde est aligné sur une façon de faire, voilà, quand on écrit du code, quand on développe une nouvelle fonctionnalité, on va s'organiser de telle manière parce que je ne suis pas juste dans mon flow de développement et je ne regarde pas ce que les autres font, je regarde ce que les autres font, donc je me questionne. Donc tiens, c'est une bonne idée de faire ça, il faudrait qu'on le fasse ailleurs, il faudrait peut-être qu'on revoie d'autres choses. Donc on va normer un peu nos choses sans avoir à écrire un guide de développement nécessairement dans un coin du wiki que personne ne va lire. Donc c'est vraiment, et cette norme va évoluer en fonction des interactions. Donc encore une fois, la documentation, c'est pas du tout la documentation, elle est vivante la documentation à travers les interactions qu'on se fait. Donc on peut attendre de cette pratique un certain nombre de choses que j'ai résumées ici. La dernière chose que je n'ai pas illustrée, c'est la notion de confiance. Évidemment, on n'est plus le seul responsable du code qu'on a produit, puisqu'il y a au moins une personne qui va mettre son tampon, et a plutôt intérêt à appuyer fort sur le tampon, et pas juste dire « ok, je clique et puis c'est bon, c'est validé ». Et donc c'est aussi la responsabilité de l'équipe. Donc on change un peu le focus et ça peut donner de la confiance aussi à ceux qui se disent « non mais je vais faire mon développement, là il y a des trucs ça me plaît pas, mais je vais pas y toucher parce que j'ai peur que ça fasse des régressions, etc., etc. » Je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi qui, s'il a la bonne attitude, va pouvoir aussi me sécuriser dans mes initiatives. Alors, ça c'est un peu, je vais essayer d'aller vite là-dessus parce que souvent on peut y passer du temps, mais quand j'ai préparé ce sujet à l'époque pour le soumettre en conférence, je me suis pas mal documenté, essayé de voir aussi ce que dit la littérature dessus et s'il y a des études qui ont été faites pour, entre guillemets, légitimer la pratique, plus que l'argumentaire que j'ai donné pour l'instant qui est pas forcément très quantifiable. Donc, en termes de stats, il y a un livre que j'illustre ici qui donne un certain nombre d'éléments utiles. Alors, ce n'est pas qu'un livre de stats, hein, c'est aussi sur la façon de faire, hein, dont je tire un certain nombre de réflexions dans la présentation. Bon, ça c'est gratuit. L'auteur estime que jamais de la vie, il repasserait sur autre chose, qui ferait ça, qui travaillerait dans une équipe où il n'y a pas cette pratique de réaliser. Il y a un autre livre qui est peut-être plus connu que celui-là, puisqu'il est très spécialisé, mais qui est Code Complete. L'auteur du livre, c'est pas n'importe qui, puisque, en gros, Steve en général, j'ai les notes en bas, donc là, comme c'est synchronisé. Steve McConnell, il a été élu parmi les 3 personnes les plus influentes dans une certaine année. Je ne saurais pas vous lire puisque je ne la vois pas, avec Bill Gates et Linus Torvalds. Donc c'est quand même quelqu'un qui est assez influent et reconnu et qui, du coup, dans cet ouvrage, donne des éléments déjà un peu plus précis qui, du coup, pour lui, juste tester ce que vous produisez, ça a un bénéfice, mais relativement modeste, puisque globalement, ça permet de détecter par des tests unitaires 25% des bugs. Une statistique, hein. On peut monter à 35% en faisant des tests fonctionnels, et puis 45% si on fait des tests d'intégration. Donc globalement, si on fait des tests automatisés, on peut approcher les 50% de détection de bugs d'après du coup des études qui ont été faites. Bon, déjà, ça veut dire que si on se limite qu'à ça, c'est bien qu'il y ait des gens qui fassent des tests entre guillemets manuels derrière, à essayer de chercher des cas un peu plus tordus, etc., etc. Eh bien, si on fait de la relecture de design et de code, en mettant de côté les tests, on peut arriver
à une détection de 55 à 60% d'anomalies, beaucoup plus en amont du coup. Et donc on est plus performant si on compare les deux. Évidemment, moi mon message ça ne va pas être de dire en fait l'un et pas l'autre, mais faites à bonne dose chacun d'entre eux. Les tests, régression, qu'est-ce qui peut changer rapidement, et la relecture sur qu'est-ce qui structure l'applicatif, qu'on peut peut-être même pas forcément facilement tester, et qui est plus de l'ordre des bonnes pratiques de développement. Et donc, sur une des études qu'ils ont faites avec un groupe de 200 personnes, ils ont aussi vu une augmentation de productivité de l'équipe, des équipes, qui a mis en place la relecture de code. Alors, on va dire, on passe plus de temps, on est plus productif. Elle est où la solution? La solution, elle est là. C'est que comme il y a eu un travail qualitatif et donc une diminution du nombre de retours en anomalie, il y a plus de temps pour produire d'autres fonctionnalités. Donc ça, c'est déjà un argumentaire qu'on peut sortir sans prendre la statistique, c'est dire si on engage la qualité en amont, on aura moins de retours, donc on aura plus de temps après. Alors là aussi, on prend une équipe, on ne sait pas trop comment elle fonctionnait avant, comment elle fonctionne maintenant. C'est compliqué de vraiment sortir des métriques. Donc la dernière qui va chercher un peu plus loin, c'est globalement une équipe, donc les mêmes personnes, sur 11 applicatifs. Sur certains, on fait de la relecture de code, sur d'autres, on n'en fait pas. Et on regarde, globalement, ce qui se passe. Et donc là, sans paraphraser, vous voyez qu'on a un taux d'erreur par centaine de lignes de code qui baisse quand même beaucoup par rapport à présence de pratique ou non. 80% de baisse. Évidemment, ce n'est pas les mêmes projets, donc encore une fois, il y a un petit biais, mais c'est quand même un indicateur intéressant. Donc là, il nous reste la dernière étude qui, elle, serait sur quelque chose où on réexécute exactement la même chose. Il y a Smart Beer qui est du coup une boîte qui est positionnée sur la qualité de l'outillage, qui a fait cette étude. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un projet, ils ont fait la recette, entre guillemets, façon de parler, ils ont consigné toutes les anomalies sur 6 mois qui sont remontées. Et puis après, ils ont fait venir un groupe de développeurs, donc sans avoir fait la correction des anomalies. Ah non, en ayant fait la correction des anomalies, qu'importe. Et ce groupe de développeurs, en faisant de la relecture de code, a trouvé 162 bugs qui n'étaient pas remontés à travers les démarches de test recettes. Donc après, ils extrapolent que ça aurait permis de réduire une dépense en coût de correction. Donc voilà quelques anecdotes, quelques éléments juste pour voir un peu où on pourrait chercher de l'argumentaire sur l'intérêt de mettre en place cette pratique et de définir le curseur. Combien de personnes doivent relire mon code, combien de temps on y passe, est-ce que je fais juste un check rapide, on peut passer de 1 minute à 1 heure sur la même relecture de code. Surtout si on n'est pas compétent sur ce qu'on doit relire, on va vite passer. Toujours Smart Beer, ils essayent d'expliquer un grand classique. Au plus tôt vous trouvez vos bugs, au mieux c'est. Là, ils vous montrent le nombre de bugs qu'ils ont dans l'applicatif après chaque phase, avec et sans cette pratique-là. Donc on voit qu'on est à peu près au tiers ici, et que ici, on est au 6e, avec ou sans la pratique.
Et ça, c'est plus anecdotique, j'aurais pas forcément... Si, ça justifie le focus. Vous voyez, le focus, faire de la relecture de design. Donc à la limite, c'est même avant de faire le dev, d'en discuter. Et la relecture de code, on est à 70% des causes d'anomalies. Donc, en gros, en faisant de la relecture de code, on agit sur 70% des choses. Et franchement, pour en faire au quotidien, et pour d'abord lire la user story de la personne qui a fait le développement et me poser des questions métiers, je pense que les 15%, on peut les embarquer aussi quand il y a des choses qui ne sont pas exprimées de façon très claire et que finalement, on va faire des bugs by design. En tout cas, on ne va pas répondre à un besoin qui n'était pas non plus très clair. Donc, globalement, faire de la relecture de code, ça apporte un plus par rapport à faire des tests. Et puis, ça c'est difficile à défendre, mais l'investissement en termes de setup, par rapport à l'écriture d'un test nouveau plus que sa maintenance, par rapport à passer du temps à regarder le code que quelqu'un produit, à mon avis, dans les temps, on peut être plus efficace aussi sur la relecture que sur se triturer le cerveau, sur l'écriture de tests complexes. Je ne parle pas d'un test unitaire tout bête sur un calcul mathématique. On peut promettre une augmentation de la productivité, alors évidemment pas du jour au lendemain, mais en tout cas que si on parle agilité, que la vélocité va pouvoir s'augmenter entre un moment où on n'avait pas la pratique et un moment où on l'a rodé, parce qu'on va avoir moins de retours d'anomalies. Globalement, pris à la source, c'est plus efficace que de faire des tests boîte noire derrière de l'applicatif. Puisqu'en plus, vous faites un test. Alors si par chance vous trouvez le bug, après il faut chercher la cause du bug. Donc il y a beaucoup plus d'étapes que je regarde le code qui a bougé. Donc déjà, je porte mon attention sur une petite portion, un incrément et pas sur toute la base de code. Et je peux voir là où il y a du danger en quelque sorte. Donc après, on rentre dans le sujet, c'est comment on peut s'y prendre. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup tout est un peu drivé par les outils. Donc considérez que pour l'instant que j'ignore ça et que je vous explique juste comment on pourrait s'y prendre de façon très artisanale. Donc, déjà, on peut dire, tiens, j'ai fait quelque chose, tu peux venir voir. Donne-moi ton avis sur le code. Donc, ça s'appelle, illustré différemment, la review over the shoulder, qui peut s'illustrer là, ou face à face. Donc c'est vraiment dans l'interaction entre les personnes. Sur quelque chose qui est peut-être même en cours de développement, ou qui est là, mais sur mon poste. Ici, ce que illustre l'image, c'est que on n'est pas forcément dans une situation où on est prêt à prendre le recul, etc. Et que du coup, on peut très vite dire « Ok, ouais, ça me paraît bien », parce qu'on est focus sur juste un tout petit élément et qu'en plus, on n'est pas dans ses repères, sur son poste, avec toutes les informations nécessaires. Donc, c'est sans doute fait à la va-vite. Le face-à-face est plus intéressant déjà, mais c'est pareil, du coup, pour un design, c'est plutôt, ça marche bien, je pense. Pour du code, ça va dépendre de l'ampleur des modifications. Mais en tout cas, c'est documenté dans l'ouvrage un peu qui fait référence comme une façon de faire. Et il ne faut pas l'écarter. Il ne faut pas se borner à ce qui est sans doute l'évidence pour tout le monde aujourd'hui de quand est-ce que et comment je fais. Ça peut être des points intermédiaires. Tiens, j'ai commencé un truc, tu pourrais regarder avec moi, je me pose des questions, etc. Donc, c'est juste la façon dont on va le faire qui va être peut-être discutable. Puisque, évidemment, quand on voit quelque chose, tout à l'heure, je vous donnais l'indicateur sur la qualité, on peut aussi réagir et puis pas se rendre compte que, globalement, la personne à côté, elle va se dire, la prochaine fois, je ne lui demande plus, parce que là, il est en train
il va raconter aux autres que j'ai fait des conneries, etc., etc. Donc l'idée, c'est aussi d'être prêt à donner du feedback de façon constructive et à ne pas être tout de suite dans l'interprétation, voire dans la proposition d'alternatives sans avoir essayé de comprendre l'intention initiale, en fait. C'est tellement facile de se dire « Tiens, moi, je l'aurais fait autrement », plutôt que d'aller creuser un peu l'idée d'origine et puis de comprendre pourquoi elle a émergé. Et puis après, aboutira ce qui aboutira. Hein. Si c'est pas la meilleure des façons, c'est peut-être à celui qui est en train de développer de s'en rendre compte et de changer un peu de fusil d'épaule. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'on essaye d'éviter, mais c'est vraiment très dans le naturel. Hein. On s'en rend pas compte. Les petites mimiques, les mots peuvent sortir. Et c'est pour ça que le face-à-face n'est pas non plus évident à gérer quand on fait face à des personnalités différentes. Ou qu'on n'a pas le temps. Vite. Il faut vite que je regarde, 5 minutes, pas plus. Une autre façon de faire, moi je l'ai connue, je la rencontre beaucoup moins et je suis plutôt content, c'est très documentaire, se dire, bon, allez, je suis l'expert, je vais regarder ce que les stagiaires ont fait, je vais prendre le code, je sais qu'ils ont bossé sur tel truc, je vais regarder, je vais ouvrir un doc Word ou un PowerPoint, hein, parce que c'est la classe, et puis je vais consigner tous les trucs. Puis après, je le renvoie par mail. Moi, c'est du vécu. Alors, j'étais pas stagiaire, j'étais expert, mais pas l'expert sur le projet. C'était un gros projet en plus, hein, et c'est il y a 12 ans. Mais effectivement, l'expert attitré, il avait fonctionné comme ça. Et bon, forcément, moi, ça m'avait un peu perturbé de voir qu'on est dans une communication par document interposé et qu'en plus, on perd beaucoup d'informations contextuelles là-dessus. Mais voilà, ça peut peut-être encore arriver. Moi, je ne le rencontre pas. Après, c'est peut-être aussi lié au contexte sur lesquels on peut intervenir, mais ça peut toujours être une fausse bonne idée de vouloir passer par ce genre de façon. Après, je crois que je reviens dessus plus tard, mais autant le dire maintenant, il y a une différence entre faire de la relecture de code et faire un audit de code. Donc ne pas mal comprendre mon message, hein, c'est que moi qui ai travaillé pour un éditeur spécialisé sur justement la qualité, quand on fait de l'audit complet, donc on ne regarde plus un incrément, on regarde l'image à un instant T de tout le logiciel, voire d'un système, donc un ensemble de logiciels, on va aller sur un certain nombre d'informations et on va les restituer évidemment avec des outils un peu plus type PowerPoint, Word, etc. Donc c'est des outils qui peuvent servir, mais pas pour communiquer directement au quotidien avec d'autres développeurs. Voilà, il manquait le mail, hein, puisque tant qu'à faire, on va l'envoyer par mail hein, pour rester tranquille à sa place et puis lui laisser traiter les différents points. Donc ça s'appelle aussi dans la littérature le email pass-around. Là, j'ai du mal, à part pour l'audit de code, j'ai du mal à défendre le moment où ça pourrait quand même être judicieux de faire ça. Apparemment, j'ai du mal à trouver. Hein. Même en étant à distance avec les autres personnes, je pense qu'aujourd'hui, du coup, la réponse est plutôt dans des outils. Il y a d'autres façons de faire. Les outils, donc, évidemment, je ne peux pas les mettre de côté. Évidemment, ce n'est pas GitLab, GitHub, les plus... Parce que l'illustration, pour moi, elle permet au moins de montrer concrètement que l'avantage d'un outil, c'est qu'on va pouvoir contextualiser nos remarques. On va pouvoir dire, ma remarque, elle porte sur quoi? Donc évidemment, les outils du moment permettent tout ça et peuvent donc vous permettre de dire, tiens, sur telle ligne-là, il y a quelque chose qui me perturbe, il y a quelque chose que tu pourrais faire différemment. Donc, on peut faire sa relecture assistée par un outil. Ce n'est pas l'outil qui fait tout. C'est juste un moyen de
rapprocher les commentaires de ce qu'on souhaite, ce pourquoi on souhaite engager une discussion, une conversation. Alors, aussi surprenant que ça puisse peut-être paraître au premier abord, le pair programming est une forme de relecture de code. Et c'est peut-être celle qu'on a tendance à oublier, à se faire une obsession de vouloir faire la relecture de code sur une merge request ou une pull request GitLab, GitHub. Si on a déjà travaillé, ça pixelise bien, si on a déjà travaillé à deux sur la fonctionnalité, on a déjà discuté, on a déjà eu idéalement un regard extérieur, donc ce sentiment de sécurité. Donc, le pair programming contribue à la démarche. Après, tout dépend comment on le fait. Mais en tout cas, il y a aussi les travers, mais là, ce n'est pas une présentation sur le pair programming, de se dire « Attends, tu vas mettre 2 personnes, qu'est-ce qu'on y gagne ?» Le schéma là est là pour illustrer qu'on réunit 2 cerveaux et du coup, même si 1 + 1 ne fait pas 2 pour le coup, d'un point de vue comptable, on répond à 2 choses, c'est la relecture instantanée, mais aussi le partage de savoir. Tout à l'heure, je vous disais, la relecture de code, ça a un des bénéfices, c'est que quand je vais faire la relecture de code de quelqu'un, je vais pouvoir renforcer mon référentiel. Ou à l'inverse, lui renvoyer le référentiel si j'estime qu'il n'est pas dans le référentiel de la façon de travailler. En faisant du pair programming, on répond aussi à ça. Et on relie le code. Après, ça, c'est pas le pair programming. Donc, une des difficultés, tout à l'heure, je vous disais, attention, les travers de certaines postures, de faire la relecture en direct, etc. Et évidemment, il y a des travers aussi dans le pair programming, c'est que si le binôme n'est pas engagé, on va pas forcément en tirer profit. Donc, ça, c'est sans doute ce que voient les prescripteurs, les managers qui sont dubitatifs sur ça, c'est qu'ils se disent il y en a un qui fait rien pendant que l'autre il travaille. Pair programming, c'est plus de vraiment être actifs tous les deux et d'avoir cette logique de binôme avec après des aménagements du matériel qui peuvent même permettre à chacun d'écrire tous les intervenants d'écrire en même temps. Ça, c'est un peu le summum de la pratique. Mais en tout cas, ça nécessite une maturité aussi, et une concentration, et une gestion du temps pour que ce soit bénéfique. Mais en tout cas, moi, je le mets dans le rayon des solutions pour appliquer de la relecture de code. On peut se dire, dans notre flow de développement, on dit « Ah tiens, maintenant, il faut faire la relecture de code avant de déployer. Attends, on a fait le développement en binôme, donc c'est peut-être pas utile. » Ou « Ah, on a fait le développement en binôme, donc on peut prendre le moins expérimenté de l'équipe pour faire la relecture, pour qu'il puisse prendre le pli aussi. » Parce que j'en ai pas parlé, je ne sais pas si je couvre cet aspect-là, mais c'est pas l'expert tech lead du projet qui doit faire systématiquement les relectures de code. Parce que sinon, il y a un problème, c'est lui, personne ne le relit. Donc, il faut aussi qu'il y ait cette démarche pour qu'on ait les bénéfices dont je parlais au début de normalisation, de partage de savoir. Il faut que tout le monde y contribue. Donc, on peut avoir des stratégies de combinaison pour ça. Donc, on a vu, en résumé, 4 stratégies qu'on peut qualifier de a posteriori, même si, globalement, on n'a jamais fini notre développement, puisque s'il y a quelque chose qui ne va pas, on est obligé de revenir dessus. Mais globalement, moi, en tant que développeur, j'ai fait mon développement et je veux ou je dois avoir du feedback. Donc, voilà les façons dont il peut arriver. Si on n'est pas a posteriori, on est plutôt dans du pair programming. Et on peut sortir du a posteriori aussi, à dire tiens, viens voir là. Alors bon, ça c'est ce que j'entends actuellement dans mon équipe qui ne me plaît pas complètement. Ah non, c'est filmé.
Euh, il me reste plus que les tests à faire, tu peux me faire une relecture. Bon, ok. On aurait pu faire les tests avant, en même temps, mais voilà, c'est filmé. Il y a quand même des variantes dans tout ça. Elles vont paraître assez évidentes. Une variante qui peut paraître lourde et qu'il faut choisir à une fréquence appropriée, c'est ce qu'on va appeler des réunions. Mais pas des réunions où on va se regarder, des réunions où tout le monde va préparer. Donc on va dire par exemple, tiens, aujourd'hui, cette semaine ou ce mois, parce que j'essaye de mettre une fréquence qui est juste par rapport à ça, on va discuter de la façon dont on génère les PDF. Voilà, on a plusieurs générations de PDF dans l'application et voilà, on va un peu voir un peu où on en est, parce que forcément nos relectures, elles sont à chaque fois sur une feature, sur un incrément. On n'a plus la vision globale. On peut essayer de la prendre, mais c'est pas notre focus. Surtout quand on a un différentiel de code, on ne regarde pas forcément les lignes qui n'ont pas bougé. Bon, on peut, hein, si c'est dans la fenêtre, on peut voir quelque chose qui ne nous plaît pas sur une ligne qui n'a pas changé, puis en profiter pour faire la remarque à celui qui n'a pas touché à la ligne, puis voir ce qu'il en advient. Mais questionner des pratiques plus générales, ça peut être pertinent en collectif, avec du coup un mode d'organisation où on sait de quoi on va parler, on a des morceaux de code qu'on va prendre comme exemple pour discuter et se dire tiens, est-ce qu'ils sont homogènes, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des bonnes façons de faire qu'il faut vraiment mettre en valeur, ou est-ce que au contraire il y a des façons qui sont un peu à questionner. Donc on ne va pas non plus venir à 15, mais dans un petit comité avec des rôles qui sont attribués, dont notamment l'animateur, hein, parce que sinon, comme toute réunion, s'il n'y a pas quelqu'un qui pilote un peu, ça devient vite le chaos, et puis c'est plus une corvée qu'autre chose. Et donc ça, vous le trouverez dans la littérature, même sur Internet, il y a des articles sous le terme de formal inspection. Donc je ne l'ai pas repris dans la liste où il y avait 4 éléments, parce que pour moi, ce n'est pas au quotidien, mais j'y vois de la valeur. Même si, forcément, quand on parle de réunion, on va faire quelques pas en arrière, on va se dire, c'est quoi ce traquenard? Mais à une certaine fréquence, se dire, tiens, et puis là, chacun peut contribuer à dire, tiens, moi j'aimerais parler de ça, parce que sinon on est toujours un peu dans les sprints, le rush, si on fait de l'agilité en tout cas, et on n'a pas le temps de questionner ça. Là, c'est l'occasion en fait. Et de partager les points de vue et dire tiens, il y a d'autres solutions, on peut faire autrement, et puis d'en ressortir avec une vision et des actions potentiellement. Il y a le mob programming. Qui a entendu parler du mob programming? Quelques-uns. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'interventions, de conférences dessus. Donc, le mob programming, c'est juste le pair programming à l'échelle. C'est à l'échelle de toute l'équipe. Et globalement, on va dans une salle, on se branche sur un grand écran, et puis il n'y a qu'un seul portable, qu'un seul ordinateur, il y a quelqu'un au clavier, et il y a les autres qui vont lui dire ce qu'il doit faire. Donc celui qui est au clavier, il débranche son cerveau. Par contre, il est efficace dans sa tape, dans sa frappe. Donc là, le point à retenir dans ce que je vous décris, c'est vraiment que ce n'est pas celui qui est au clavier qui bosse, c'est tous les autres. Et après, on tourne. Chacun y passe. Donc quand on a fait ça, est-ce qu'on a encore besoin de faire une review après d'une autre forme dont on a pu parler? Toute l'équipe a vu le code. Toute l'équipe, si elle est engagée, évidemment, c'est comme la photo du pair programming où on regarde ailleurs. Si toute l'équipe est engagée, toute l'équipe est responsable et toute l'équipe accepte la chose. Alors, le mob programming, ce n'est pas forcément une solution pour introduire la relecture de code. Dans les présentations que vous pouvez trouver en ligne, on en parle aussi dans l'idée de pouvoir rapidement monter en compétence sur un sujet qui n'est pas maîtrisé par l'équipe
par personne dans l'équipe. Plutôt que de dire, bon, bah, je vais prendre Nicolas, et puis il va faire un POC, et puis il va passer 1 semaine, 2 semaines, et après il va nous dire, il va nous faire une petite présentation. Maintenant, on va y aller tous, on va tous apprendre, et puis, selon la maturité de l'outil qu'on est en train d'intégrer, on va se construire son propre référentiel, de dire, non, mais on va faire comme ça, et du coup, après, bah, si c'est éprouvé, toute l'équipe peut ensuite continuer à faire le développement plutôt que de dire bon, on a un spécialiste, un référent sur le sujet. Donc voilà, ça c'était juste la parenthèse. Le mob programming n'est pas en première intention, tout comme le pair programming n'est pas en première intention une solution sur une réponse unique à la relecture, à la pratique de relecture. Remote pair programming, vous voyez, c'est une petite combinaison. On a pair programming, on n'est pas ensemble. Du coup, est-ce qu'on peut quand même bosser ensemble? Oui, il y a des outils qui permettent de faire ça, plus ou moins efficaces, plus ou moins bureautiques. Moi, j'ai pas forcément trop expérimenté. Il y a quelqu'un qui a bossé dessus pendant 1 année. Faudrait que je le rajoute du coup parce que j'ai fait. Il y a un livre qui est sorti il y a 1 an qui s'appelle Java by Comparison et un des auteurs a bossé pendant 1 an justement, l'année qui est écoulée, en remote pair programming, voire en remote mob programming peut-être même. Du coup, ils ont fait un site là-dessus. Donc là, forcément, il faut un peu se poser les questions de comment on s'y prend. On peut simplement utiliser les outils bureautiques, partager le bureau. Il y a des extensions plus ou moins matures. Je pense que forcément, là, c'est à questionner parce que forcément, il y a 5 ans, quand j'ai monté ces références-là, depuis ça a évolué. Il y a aussi d'autres optiques, mais en tout cas, il n'y a pas de frein en principe à se dire tiens, j'ai des gens qui sont à distance. Moi, chaque personne dans mon équipe peut prendre 2 jours de télétravail par semaine. Donc forcément, c'est pas les mêmes jours. Donc à un moment, il faut bien qu'on arrive à travailler ensemble. Et donc, se partager l'écran, on se fait un Skype, etc., etc. Mais bon, après, ça dépend du niveau d'interaction qu'on recherche. Donc, comment on interagit? Donc, encore une fois, le but, c'est de partager une façon de faire tous et d'être plus ou moins, de trouver nos codes. Et donc, de se poser la question, je vais aller très vite là-dessus, puisqu'on a un peu... c'est de se dire, quand est-ce que moi, qui fais une feature, quand est-ce que moi je relis mon code? Est-ce que je le relis? Est-ce que je le commit et puis je demande la relecture? Donc ça, c'est un bon exercice. Est-ce que c'est avant que je propage mes changements, est-ce que non, je le relis tout le temps? Donc posez-vous déjà rien que cette question-là et dites-vous bien que vous êtes aussi responsable de relire votre code avant de demander à quelqu'un d'autre de le relire. Et sans doute que quand vous faites la relecture, que vous la fassiez de façon consciente ou pas, vous voyez des choses que vous pouvez améliorer et vous dites heureusement que je n'ai pas emmerdé l'autre avec ces choses-là. À l'inverse, quand est-ce que vous accueillez une relecture de la part de quelqu'un d'autre? Attends, j'ai pas fini, tu regarderas mon code plus tard. Alors évidemment, si le code il est que chez vous, que vous ne l'avez pas partagé d'une manière ou d'une autre, même s'il est en work in progress, ça ne peut pas arriver. Mais en tout cas, on peut aussi, et réciproquement, se dire « Ah, c'est peut-être pas le bon moment. Il faut trouver le bon moment pour que l'interaction se passe de façon constructive. » Puis après, vous pouvez aussi carrément se dire « Non, non, mais moi, je ne veux pas. Mon code, il est parfait. » Ou j'ai trop souffert, quelqu'un qui m'a traumatisé avec ses PowerPoint, je ne veux pas de relecture, vas-y, prends mon code, fais ce que tu veux avec, moi je passe à autre chose. Bon, on trouve rarement des cas comme ça, mais bon, pourquoi pas. Donc la question, sous l'angle un peu de l'interaction et un peu de la psychologie, c'est de dire comment on peut appréhender une relecture, si c'est nouveau, si on a des mauvaises expériences, comment on peut se positionner là-dessus. Parce que quand on subit, on reçoit une relecture, on a quand même l'impression qu'on est jugé.
Donc on est un peu envahi, comme si on était mis à nu, qu'on était en train de regarder un peu des choses et de les juger sur la façon dont on a fait les choses. Et ce qu'il faut se dire à ce moment-là, c'est pas vous qu'on évalue, c'est juste du code que vous avez produit. Et encore que vous avez produit, sur lequel vous avez appliqué un incrément. C'est la référence tout à l'heure quand je disais, tiens, parfois sur un différentiel, je vois des lignes qui ne sont pas changées, mais elles ne me plaisent pas. Bah là, je vais encore prendre double précaution en tant que relecteur pour dire à l'autre, tiens, j'ai vu ça, ça serait chouette que tu puisses le changer. Et je me justifie encore, mais je sais que ce n'est pas toi qui l'as fait. Donc on est vraiment dans, mais ce n'est pas ton code, c'est le code de l'équipe. Donc on accepte ça et on se sent déjà un peu moins dévisagé, même si c'est difficile de prendre de la distance, parce que bon, on est fier aussi, quand ça marche bien, de ce qu'on a produit. Donc après, l'idée, c'est aussi qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut recevoir du feedback, où on se dit, mais attends, c'est juste... J'ai fait 2-3 fautes de langue, il n'y a que ça comme feedback. Donc c'est aussi se dire attention, tout est important, mais quand on n'a que du feedback sur un certain type de choses, c'est que sans doute l'autre personne n'a pas non plus tout regardé ou se sent peut-être pas capable de tout regarder. Donc quel est le niveau d'exigence sur une relecture? Ça aussi, se mettre d'accord. Hein. Est-ce que... il faut s'attendre à ce que, tiens, tu n'as pas mis la Javadoc, tu n'as pas mis ceci, cela. Le bénéfice de tout ça, si on joue le jeu, c'est que, avant de demander la relecture, en tout cas avant de s'y exposer, on va peut-être faire un effort plus important que s'il n'y avait pas de relecture du tout. En tout cas, moi, je me l'applique. Je me dis, j'ai envie d'avoir mon pouce et 0 commentaire, signe que, globalement, j'ai bien fait mon taf. Après, quand j'ai 0 commentaire, je me pose aussi la question de est-ce que la personne a passé suffisamment de temps dessus? Après, ça n'empêche pas de mettre des commentaires, de dire ça c'était super. Ça c'est une bonne idée, il faudrait qu'on l'applique ailleurs. J'ai déjà donné ce genre de commentaires. Donc ça aussi, c'est intéressant de se dire tiens, je peux avoir du feedback positif. C'est pas que tiens, ce qui ne va pas. Donc pensez-y aussi. Donc la question c'est à quel moment, quand est-ce que tout le monde est disposé à collaborer autour de ça? Est-ce qu'on a peur de la relecture? Est-ce qu'on est frustré parce qu'on n'a pas de feedback? Le fameux feedback, qu'il soit positif ou négatif, ça reste du feedback. Et c'est grâce au feedback qu'on s'améliore ou qu'on renforce ses forces, ses atouts. Donc pour relire, répondre à tout ça, forcément, je remets une couche sur évaluer le code par son auteur. Alors là, c'est doublement plus important que dans l'autre sens, ne pas se sentir mis à nu. C'est que là, il va falloir aussi y mettre la forme. C'est pas que l'intention. C'est la meilleure façon de ne pas mettre l'autre, braquer l'autre et voir se refermer, c'est de lui poser des questions. Quelle est l'intention? Plus que d'être dans le répréhensif et dire pourquoi tu as fait ça, ça reste une question, mais en tout cas, déjà, se forcer à passer par des questions, ça permet de laisser l'autre s'exprimer aussi, se justifier si vous estimez vraiment qu'il a fait n'importe quoi. Donc, l'objectif des questions, c'est de comprendre le raisonnement. Pas forcément de comprendre la solution, mais comprendre ce qu'on cherche à résoudre. Et ce qu'il faut surtout éviter, c'est, dans les questions, c'est le pourquoi. Alors, encore une fois, après, il faut jamais dire jamais. Pourquoi peut être aussi bien utilisé, mais il faut faire attention au pourquoi. Pourquoi tu as fait ça, ça passe pas. Pourquoi? Après, il faut bien le formuler pour que ce ne soit pas accusateur. En tant que senior, ceux qui se sentiront concernés,
quand on fait de la relecture pour des gens qui sont moins expérimentés et qu'on s'attend forcément à ce qu'il y ait des choses à améliorer, bah, il faut aussi prendre la bonne posture parce que sinon on passe pour plus la personne qui écrase le junior plus que la personne qui va tirer le junior. Donc aussi aller dans des conseils et parfois peut-être même accepter que ce qu'il a fait en soi, c'est pas ce que j'aurais fait, ça marche, on pourrait sans doute l'améliorer, je vais pas lui imposer de l'améliorer, je vais lui conseiller. Et puis après, je vois. Après, c'est sur le long terme, hein, c'est de se dire, ok, cette personne-là, ça fait 3 fois que je lui ai donné des conseils, elle les a ignorés, il faut qu'on ait une discussion différente. Mais en tout cas, essayez aussi de ne pas dire ce qu'il faut faire, mais de donner des pistes. Sinon, on est tenté de prendre le code et puis de faire soi-même la correction, ce qui est le dernier point noir de la pratique. Donc pour ça, il ne faut pas chercher systématiquement à imaginer comment on aurait soi-même fait la chose et rentrer vraiment dans l'idée de la personne. Si on n'arrive pas à rentrer dans l'idée de la personne, évidemment, on peut revenir à sa propre conception en quelque sorte. Parce que je pense qu'il y a toujours plusieurs solutions à un problème. Évidemment, on va se dire qu'il y en a toujours une meilleure, mais est-ce qu'on cherche la meilleure elle aura forcément des inconvénients aussi. Peut-être qu'elle sera hyper super, mais pour la comprendre, ça sera peut-être autre chose. Pour la maintenir, ça sera peut-être autre chose. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si jamais vous ne respectez pas un certain protocole dans la façon dont vous allez interagir avec le travail de quelqu'un d'autre? Il peut se passer que vous ayez directement modifié le code. Donc ça, clairement, c'est déconseillé. Bon, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, que ça peut bien se passer, mais comment c'est vécu? C'est vécu comme, il a fait de la merde, je vais passer derrière, je vais corriger, puis la prochaine fois, il fera quoi? La même chose. Donc je lui ai rien appris. Je lui ai pas fait de feedback, j'ai pas eu le courage de lui faire de feedback. J'ai pas eu même le courage de le soutenir pour qu'il améliore lui-même les choses. Donc ça aussi, j'ai vu passer il y a longtemps, mais c'est resté là. Donc il n'y a pas d'apprentissage et surtout il y a un rapport humain qui peut se dégrader. C'est-à-dire qu'on se dit de toute façon il va toujours passer derrière, ça ne sert à rien, il est comme ça, etc. Sans doute parce qu'on ne prend pas assez le temps aussi. Mais ça, gardez-le en tête. Moi je l'ai eu hier. C'est pas parce que vous êtes en relecture de code que vous devez avoir ce point de vigilance. C'est quand vous faites un nouveau développement et que vous êtes sur du code qui existe et que vous dites tiens ça je comprends pas, tiens il y a un truc qui n'est pas utilisé, est-ce que c'est encore pertinent? Bon après, c'est pas faire un git blame. En gros, vous avez avec les outils, vous êtes capable de voir qui est le dernier à avoir modifié la ligne, voire même de tirer le commit et de voir tous les changements. Donc vous pouvez analyser un peu et après vous adresser à la personne concernée pour lui dire tiens, regarde, j'ai vu ça. Est-ce que pour toi c'est encore le cas? Est-ce que moi ça m'est arrivé? Je trouvais du code mort, je demandais à la personne qui l'avait commité. Sur un commit où globalement c'était utilisé, mais il y a un commit derrière où il y a des choses qui sont parties, mais pas tout. Donc ne pas oublier que pour pas que l'autre se dise attends, il a repris du code alors que c'était pas justifié, peut-être aussi aller chercher la discussion, voire l'embarquer dans du pair programming pour dire tiens, là il y a un truc, tu as bossé dessus, je vais devoir le reprendre, est-ce que tu peux m'aider? Mais on le voit évidemment, c'est vachement naturel de se dire pendant la revue, on ne va pas toucher au code de l'autre, on va le laisser faire. Mais si c'est pour 2 jours plus tard corriger quelque chose d'un code tout fraîchement validé, ça sent aussi quand même un peu j'avais pas le courage de lui faire les feedbacks et puis je les prends après. Donc
après, c'est de bonne guerre, hein, entre guillemets, hein, parfois on est lâche là-dessus, mais réfléchissez à comment l'autre peut l'interpréter s'il s'en rend compte. C'est compliqué. Donc, d'un point de vue aspect humain, en faisant tout ça, on répond à cet avantage de propriété collective du code. Donc ça, c'est vraiment un des facteurs clés dans l'agilité, hein. Les équipes qui sont pluridisciplinaires, mais que chacun peut au moins faire plus que juste une spécialisation. Du coup, tout le monde est propriétaire du code et on n'est plus, c'est ton code là qui est foireux, c'est notre code. La responsabilité partagée, et puis se poser les questions, et j'ai pas de réponse sur étagère à ça, hein, ça dépend comment vous travaillez, avec quelle méthodologie vous travaillez, mais quand est-ce que c'est le bon moment pour avoir une relecture? Est-ce que il faut que je la demande? Est-ce que je pose ça là et puis quelqu'un va s'en emparer? Il y a un certain nombre de solutions qu'on peut imaginer, mais ça dépend du contexte. Et puis communiquer, surtout. Et pas se cacher derrière un outil qui permet du coup d'apposer des commentaires. Ça peut aussi être dire, tiens, j'ai mis les commentaires, après je viens à côté de toi et puis on les parcourt ensemble, on en discute. Ça fait pas assez dans mon équipe ça, mais... Donc, juste pour l'anecdote, c'est un bon exercice en entretien de recrutement que de soumettre du code, de faire une relecture, ou inversement, demander à un candidat de faire la relecture d'un code qu'on lui soumet. Et ça permet aussi de voir comment il se comporte dans cette situation-là, sur les parties relations humaines. Alors, forcément, sans les sous-titres, j'ai toujours du mal à interpréter mes slides imagés. Voilà, c'est plus facile là. Donc, la question du quand, on va y répondre très rapidement. Qu'est-ce que je veux relire? Un ensemble de ressources, un différentiel, j'ai beaucoup parlé de différentiel, parce que ça paraît évident, une couche applicative, etc. Donc évidemment, dans la relecture de code, on va souvent être là. Dans l'audit de code ou les formal inspection, on pourrait être là. Et puis dans des choses qui sont plutôt en cours de développement, on pourrait être là. Donc qu'est-ce qui peut nous aider à faire une relecture de code? Des outils qui nous extraient des informations. Alors vous allez me dire, si le développeur qui a été en charge du développement utilise les outils, il peut déjà tacler tous les problèmes qui remontent. Mais bon, peut-être que ce n'est pas un réflexe et qu'on peut aussi partager la responsabilité avec celui qui fait la relecture, de se dire, tiens, je vais jeter un coup d'œil à ça. Maintenant, il faut que l'outil puisse tourner sur le code en question. Ça, c'est pas gagné. Ça va te poser la question de où est le code au moment où j'en fais une relecture. Mais bon, après, c'est pas impossible non plus. Mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent plus servir sur des phases de revue plus globale pour se dire, tiens, où est la qualité de notre code et où est-ce que ça pique et qu'est-ce qui peut alimenter notre prochaine formal inspection. Alors, dans le cycle de vie, évidemment, c'est un peu tard de faire la relecture une fois que le projet est terminé. C'est aussi un peu tard, je pense, quand on a livré, mais bon, au moins on y pense. Hein. Quand on finit une itération, donc en agilité un sprint, quand on a fini une fonctionnalité, quand on a propagé le code, voilà. Après on pourrait même quand on est en train d'écrire, mais voilà. Donc évidemment, vous avez compris que plus on est en bas, plus on est mature dans la démarche. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas pertinent de faire systématiquement là et de temps en temps là. Encore une fois, c'est pas la même granularité. Et du coup, vous avez aussi ces deux nuances, c'est de dire je fais une revue avant de propager mon code ou je la fais après. Pourquoi? Parce que j'ai juste envie d'avoir du feedback et de le prendre en compte tout de suite. Le pair programming, on est sur du pré-commit review. Le reste, c'est du post-commit review. Et évidemment, les outils
standards aujourd'hui vous permettent de faire ça, de vous assister dans la façon de faire. Pour répondre au quand, il y a quand même la question de je viens de finir mon développement et je veux tout de suite une revue de code, mais qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils bossent. Donc, est-ce que je les dérange? Est-ce que j'attends? Donc, cette question-là, posez-vous là aussi. Se dire, quel est mon seuil de tolérance pour avoir du feedback? Ça dépend vraiment de vos us et coutumes dans votre équipe. Pour moi, il n'y a qu'un problème de prod qui peut justifier qu'on vienne me secouer et me sortir de ce que je suis en train de faire. Donc, est-ce qu'on se laisse 24 heures, par exemple, ou est-ce qu'on va demander un peu discrètement à quelqu'un? Ça aussi, c'est un référentiel à établir. Se poser la question, c'est aussi comment vous gérez, en fait, est-ce que vous avez un workflow, le fameux To Do in Progress Done de Scrum? Est-ce que vous l'avez décliné avec plusieurs étapes? Est-ce que la relecture de code peut être une des étapes? Et donc, il faut voir un peu comment tout ça vous permet de rester productif et de ne pas avoir des interruptions. Pour moi, faire une relecture de code sur le plus petit différentiel, le plus souvent, est globalement pertinent. Maintenant, si vous avez des grosses features, attendez-vous à ce que ça prenne du temps. Le scope, on en a parlé rapidement. Là, je suis sur la synthèse, le slide de synthèse. On ne fait pas un audit de code. On peut regarder le code en l'état ou son différentiel. On peut clarifier. C'est pertinent de clarifier dans l'équipe de quand est-ce qu'on procède. Et puis, essayer de le faire le plus sur les plus petites choses. Alors, on peut observer un certain nombre de choses. Je ne focalise pas ma présentation là-dessus. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas partir pour 10 minutes sur le sujet. C'est demandé souvent, mais ce n'était pas dans les priorités. On peut reprendre ce qui est remonté par l'outil d'analyse statique de code. Mais il y a aussi des choses qui ne vont pas venir de l'outil, parce que le nommage, les outils ne vont pas vous donner énormément d'éléments sur le nommage. Donc le nommage est quelque chose d'important. Le design, évidemment, oui. On ne peut pas tout automatiser, donc gardez en tête que l'outil Find Bugs et compagnie, Checkstyle, ça ne fera pas tout et qu'il y a aussi votre jugement là-dessus qui peut aider. Donc quelques thématiques rapides, je ne les lis pas, je vous les affiche, vous aurez de toute façon les slides, que ce soit en vidéo ou sur un support. Mais voilà un certain nombre de choses que vous pouvez avoir dans vos réflexes pour se dire, tiens, est-ce que les bonnes pratiques sont appliquées par rapport à ces différentes thématiques? Oui, le code coverage, évidemment, du coup, par rapport au test. Donc, c'est des marges de test. Bien sûr. Oui, je mettais ça effectivement dans la démarche de test. Alors, sur une lecture de code a posteriori, on pourrait se dire, tiens, on pourrait mettre une checklist aussi. C'est un peu comme la definition of done de Scrum. C'est de dire, tiens, qu'est-ce que je dois valider sur une relecture de code? Je ne dis pas qu'il faut le faire. Je pense que pour une équipe qui se cherche là-dessus, ça peut aider tout le monde à faire une relecture de code, un tant soit peu qualitative. Et évidemment, on peut exploiter la calimétrie pour guider la session de relecture de code. Donc ça, c'est le slide de synthèse, encore une fois. Donc je ne le paraphrase pas. Et puis, du coup, juste en complément, les facteurs clés de succès, pour moi, évidemment, de cette pratique-là, ne pas surcharger le code avec des commentaires de relecture. Garder les commentaires dans un outil à part qui fait le lien avec le code, parce que ça peut arriver aussi de se dire, tiens, je vais annoter le code. Pour que le code reste lisible. Donc ici, vous voyez globalement que ça se met à côté et pas sur le code. Vous pouvez utiliser des outils
qui vous définissent un flow pour guider votre relecture. Donc, c'est une réponse à quand, au quand, et ça vous permet de préserver de quand est-ce que le code il est propagé dans le référentiel de code. Encore une fois, la présentation ne se voulait pas sur les outils, mais je le mentionne quand même. Donc, visualiser le code, c'est un des facteurs clés de succès. Les outils nous le permettent, il ne faut pas s'en priver. Centraliser et historiser les relectures, même si on ne repasse pas dessus, ça a de la valeur aussi. Et puis, réfléchir au workflow et voir si on peut mettre en place des choses qui permettent à ce que pour toute l'équipe, le workflow soit naturel. C'est aussi un facteur clé de succès pour moi. Évidemment, après, il faut mettre les personnes un peu en tension pour que ça se passe bien. Voilà. Globalement, le reste, c'est qu'est-ce qui peut faire évoluer. C'est des choses qui, aujourd'hui, sont limite plus du futur. Hein. La plateforme d'intégration continue peut aussi contribuer à la relecture. Hein. C'est d'avoir le build qui se fait directement, qui donne du feedback, comme la calimétrie dont on parlait. Pour ça, il faut faire un petit travail aussi pour que ça alimente la relecture. Le cloud, du coup, apporte énormément de possibilités, puisqu'on va pouvoir, limite, voir le code en ligne et ne plus avoir à faire de check-out sur son poste et pouvoir directement lancer, tester, etc. Avec les web IDE, il y a sans doute des façons de faire qui peuvent évoluer. Donc moi, je n'ai pas vraiment d'expérience sur ces contextes-là, mais je pense que c'est quelque chose qui peut questionner la pratique. Très important à mon avis, c'est que maintenant les vidéos modernes, c'était pas vrai il y a 5 ans, mais ils ont tous des outils automatiques de check de code qui sont assistés. Et certains vidéos modernes t'empêchent de committer, voire compiler. Bien sûr. Quand tu as un problème, et ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal, parce que ces outils sont faits, on va dire, par des pros. Donc, et vraiment, moi, je vois pour le C#, en quelques années, le développeur moyen, il a fait des progrès considérables avec Rodin. Mais du coup, là, c'est plus le référentiel qu'on établit et qu'on configure dans l'outil. Je suis d'accord. Mais ça fait partie, le but de la relecture du code, c'est de progresser en outil. Oui, donc c'est une relecture qui est faite par l'outil. Donc il faut qu'on... La relecture du gars. Ouais. Et dans la liste, la sous-liste et sous-liste dont tu parlais, de choses à suivre pour un reviewer, il y en a une que vous citez dans votre book où il y a une liste de choses, un exemple à prototype. Non, j'ai pas fait ça. La checklist, non, j'ai pas mis. Je pourrais, oui. Mais après, ça dépend vraiment des projets aussi. Hein. Est-ce qu'on fait du web Oui, il y a des choses standards, mais il faudrait déjà s'inventer un projet. Oui. Parce que si on fait du web, on a forcément des choses testées, c'est testé dans tel navigateur, etc., etc. Donc là, pour conclure, c'est une démarche qualité. Il y a plusieurs façons de la décliner, donc il faut réfléchir à comment on inscrit ça dans le processus aussi pour que ce soit accepté par tout le monde. C'est mieux quand c'est dans le flux de ce qu'on fait, plutôt qu'un truc un peu périphérique. Donc si ça peut être une étape de la production de valeur, c'est génial. Avant de livrer, il y a une relecture de code. Ça reste très inspiré de l'agilité, et donc il y a un certain nombre de valeurs d'extreme programming qu'il faut garder en tête dans la pratique, hein, le courage de dire les choses et le respect aussi de ce que l'autre, du point de vue de l'autre. Après, l'outil, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc réfléchissez bien à est-ce que votre outil vous donne un processus qui vous convient ou est-ce qu'il vous impose quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, bon, bah, avec Git, GitLab, GitHub, toutes ces solutions-là, on ne se pose pas trop la question, puisqu'on se dit, bah, c'est comme ça qu'on fait. Mais c'est sans doute là où se passe la majorité de l'action. Mais posez-vous la question de, est-ce qu'avant, il y a des moments où c'est pertinent et est-ce que après, il y a aussi des moments où c'est pertinent. Donc ne vous laissez pas juste imposer la cadence par l'outil. Puis bon, après, l'outil spécifiquement pris, hein, il y a des techniques aussi avec ces outils-là pour alimenter la relecture.
Et donc, bien clarifier sa place dans le processus. Voilà. Je pense qu'après le reste, c'est juste les petites références bibliographiques que si vous voulez creuser. Ça, c'est le seul que j'ai pas lu, mais qui effectivement du coup répond aussi un peu à cette dimension humaine. Celui-là, c'est un PDF qui est disponible, qui, si vous avez vraiment envie de creuser le sujet, au-delà même de ce que je dis, vous faire votre propre opinion, il y a un certain nombre de propos là-dedans qui sont intéressants, qui reprennent un peu les différentes postures, qui vont un peu plus les contextualiser. Et là, on est bon. Voilà. Encore quelques liens pour ceux qui voudraient approfondir. Je vous remercie. Désolé pour le décalage et un peu le débordement, pour ceux qui doivent repartir.